Bon, eh bien bonjour. Alors là, on est dans mon bureau à nouveau à l'Assemblée nationale, parce qu'en ce moment, je fais plutôt du camping ici avec la loi dite bioéthique, qui se concentre beaucoup sur les questions de filiation et de parentalité des familles homosexuelles, avec tout ce que ça implique. Enfin bon, bref, un débat, moi, qui m'intéresse beaucoup parce qu'il soulève toutes sortes de questions philosophiques, et que c'est le meilleur moment de la politique quand on s'occupe de philosophie. Bon, allez, maintenant, tchouf, on met le générique. Alors, bon, merci pour tous ceux qui ont réagi à la dernière revue de la semaine, parce que moi, je me demandais si ça valait la peine de continuer cet exercice un peu rituel, mais apparemment, ça vous a plu, vous m'avez mis pas mal de commentaires sympas et encourageants. À continuer. Il faut peut-être qu'on réfléchisse à une autre manière de faire ça. Bon, en tout cas, déjà maintenant, on va avoir des podcasts, c'est-à-dire que vous allez pouvoir écouter ça sans être obligé d'avoir en même temps l'image qui, en vérité, apporte pas grand-chose à cette affaire. Mais pour ceux qui font du footing ou d'autres choses comme ça, toc, les écouteurs, et on peut suivre, parce qu'il y a une habitude qui s'est créée pour ceux qui regardent avec ma voix et ainsi de suite. C'est comme ça, le récit politique, comme tous les autres récits, c'est surtout une voix qu'on entend. Et c'est vrai, quand on lit les livres d'un auteur ou d'un autre, et à propos d'auteur, ben justement, il y a moi, et le bouquin, et ainsi de suite. Merci d'avoir mis des commentaires. C'est des commentaires plutôt sympas. Mes principales sources d'angoisse ont été levées par vos réactions. Vous m'avez dit que ça se laisse lire. Moi, j'ai un mal de chien avec ce que j'écris, mais des fois, des années après, hein, je reprends un bouquin, je lis 3-4 pages, je rebute aux mêmes endroits où j'ai buté en l'écrivant. Est-ce qu'il fallait mettre la virgule là ou un peu plus loin? Je sais que ça peut paraître bizarre, mais ça a de l'importance pour moi, quand j'écris, de me dire ceux qui me lisent, est-ce que c'est agréable ou pas pour eux? Parce que j'ai horreur du style de ceux qui se soucient pas de ce que donne la lecture de leur prose. Hein. Je comprends pas cette attitude, parce que écrire, c'est vouloir échanger. Et moi, j'ai essayé d'échanger. J'aimerais bien, si vous êtes d'accord, parce que là-dedans, il y a l'affaire du procès politique, mais je fais pas que de parler de ça, hein, parce que sinon, ça m'aurait saoulé moi-même d'écrire que sur un sujet, alors que c'était le mois d'août que j'étais au Mexique, il y avait un soleil magnifique, et que moi, j'étais sur ma chaise en train de sortir. Donc j'ai pris plusieurs autres sujets, comme vous le savez, c'est une chronique. Hein. Mais j'aimerais bien avoir votre avis. Par exemple, j'ai fait un truc sur ma rencontre avec le petit-fils de Léon Trotsky. Bon, alors il y en a plein qui m'écoutent et dont il dénie de qui est Trotsky, alors encore plus de son petit-fils. Mais bon, si vous m'en dites quelque chose, ça me fera plaisir. Bon, allez, ça c'était le petit moment sur le livre et l'échange. Merci à tous ceux que ça a intéressé. Maintenant, je vais venir sur 2-3 choses. Donc je laisse tomber la semaine précédente où je me suis fait accrocher sur un mot, mais c'est quand même un incident qui est revenu. Le mot, c'était barbare. Alors, est-ce que j'avais dit ça à propos de tous les policiers, à propos de certains, oui ou non? Là-dessus, voilà un syndicat de police qui est particulièrement violent, qui fait des grandes déclarations, on va faire une manif devant le local des Insoumis, ça se termine par 40 personnes, un groupuscule frigorifié et entouré de gilets jaunes qui se moquent d'eux gentiment, enfin un peu durement aussi. Parce que les gilets jaunes, quand même, eux, c'est pas les mots qui les intéressent, c'est qu'il y en a quand même 25 qui ont perdu un œil, 6 qui ont perdu une main et 2 qui sont morts, quoi. Bon. Donc, ça résonne en eux, cette polémique, d'une autre manière. Je pense que cette manif de ce syndicat ultra-violent a fait un flop complet, et je ne m'en plains pas. Mais le flop, ils ont été en quelque sorte sauvés par le gong, parce qu'ils allaient se débander quand tout d'un coup on a appris la mort du président Chirac. Alors, là où ils sont partis, peu importe, c'est plus ça l'histoire. L'histoire, pour moi, c'est à partir de là commence la submersion du récit à propos de Jacques Chirac. Alors, c'est toujours pareil, quand on parle d'un président de la République, on parle souvent de quelqu'un qui a été au pouvoir assez longtemps, ou bien qui a été une personnalité politique pendant très longtemps, une personnalité, en quelque sorte, qui a fait sa place en jouant des coudes et des épaules. C'est le cas de Chirac. La personnalité du président Chirac a donc été attachante pour ses partisans et odieuse pour ceux qui étaient ses adversaires. Parce qu'on ne voyait pas toujours bien clair où il voulait aller, et on avait l'impression
d'un certain opportunisme politique. Bon, vous êtes trop jeune là qui m'écoutez, mais moi j'ai connu Chirac travailliste, puis ensuite thatchérien, et ainsi de suite. Mais il laisse une marque parce qu'il a fait 2 ou 3 choses à des moments décisifs pour l'histoire du pays, et que c'est ces moments-là qui comptent. Hein. Et bon, voilà, on est content qu'il n'ait pas fait la guerre du Golfe, et on est content qu'il ait fait le référendum de 2005, même si c'est pas prendre une tôle comme ça a été son cas, et qu'il n'est pas parti, contrairement au général de Gaulle, qui lui est parti après le vote non. M. Chirac, il est resté. Mais enfin bon, les gens regardent tout ça d'une autre manière, d'abord parce qu'il y a une chanson de Brassens, vous savez, qui dit « Les morts sont tous des braves types ». Donc, qu'est-ce que ça soulève? Beaucoup de nostalgie, parce que pour beaucoup de gens, c'est leur jeunesse. C'est la période de leur engagement politique personnel d'un côté ou de l'autre, des fois avec lui, des fois contre lui. Finalement beaucoup contre lui, parce qu'il a été élu la 3e fois seulement, mais il faisait partie en quelque sorte de nos discussions du dimanche, du samedi, voilà. Donc ça explique qu'il y ait une aussi grande étendue d'intérêt pour cette question. Puis il y a des gens qui l'aimaient beaucoup, parce qu'il avait des côtés qui pouvaient leur paraître très attachants ou très précieux pour l'histoire de France. Donc tout ça, ça se comprend et ça se respecte. Je précise, ça se respecte. Parce qu'on m'a dit, il fallait reparler de ceci et de cela. Non, pas quand on est dans un enterrement, on commence pas à sortir toutes les histoires qu'il peut y avoir. Je trouve que c'est un manque de respect. C'était pas à moi, en plein enterrement, d'aller tout d'un coup rappeler qu'il a commencé son premier mandat de président de la République en faisant exploser une bombe atomique le jour de l'anniversaire d'Hiroshima, ni des choses comme ça, qui n'ont pas des souvenirs spécialement glorieux pour la France, parce qu'il y a d'autres choses qui sont en jeu dans un moment de funérailles. Après, il y a eu un autre problème. Maintenant, je vais en dire un mot, maintenant que c'est passé. Nous, on ne voulait pas, les uns et les autres, on ne voulait pas trop intervenir dans le moment des funérailles. C'est pas le moment, c'est un moment de respect. Voilà. Moi, j'aurais préféré, par exemple, que la presse s'abstienne de commenter, les épisodes des feuilletons sentimentaux du président Chirac. Je trouve que c'est pas respectueux, je trouve que c'est pas le moment. Ça fait pas partie de la vie publique du personnage, ce n'est pas vrai, et c'est pas très élégant pour la famille, pour les gens qui sont là. Ça sert à rien en plus, c'est du pur voyeurisme. Hein. Mais il y en a certains évidemment qui ont trouvé que c'était le moment ou jamais. Hein, vous entendrez jamais parler des aventures amoureuses des patrons de presse une fois qu'ils sont morts, hein, ça jamais. Mais pourquoi alors d'un président de la République? Je trouve que c'était pas correct. Moi je voulais pas de ça, donc pas de polémique pendant la période des funérailles, mais maintenant j'ai quelque chose à dire. Moi j'aime pas dans ce pays qu'on vienne tout le temps revenir avec les questions de religion. Hein, je n'aime pas ça. Pas de religion en politique, pas de politique en religion, c'est ma version des choses. Alors, je dis, moi, je ne suis pas d'accord avec les provocations auxquelles se livre M. Zemmour contre les musulmans. Alors, il a le droit de penser ce qu'il veut de l'islam en tant que religion, mais quel besoin d'agresser les gens, de les insulter, de leur prêter des intentions meurtrières, de ceci, de cela, ou de faire comme si on découvrait qu'une religion est un dogme, mais toutes les religions sont un dogme. Alors, vous comprenez, si moi je suis en opposition avec ça, et un défenseur de la laïcité, c'est-à-dire la séparation des églises et de l'État, et du caractère privé de la foi, hein, et je peux dire, en vous regardant bien droit dans les yeux, que le 99% des musulmans considèrent que la religion est une affaire privée et personnelle, et que leur principale revendication, c'est fichez-nous la paix, laissez-nous tranquilles avec ça. Hein. Et j'estime que c'est un abus absolument incroyable que d'imputer à toute une série de croyants, qui ont des degrés d'ailleurs divers, de pratiques religieuses et de croyances, le comportement de quelques illuminés. Moi, je n'ai jamais dit que la religion catholique était responsable des meurtres en Norvège, hein, je n'ai jamais dit ça, parce que c'est stupide, ce n'est pas vrai, c'est un type qui était fou, et qui a prétexté de la race blanche et de la religion catholique pour assassiner 90 personnes. Mais, bon, après, il faut être constant dans ses intentions et dans ses déclarations politiques. Moi, vous venez de m'entendre. Pas de religion en politique, pas de politique en religion. D'accord ? Alors après, il faut aller au bout. La France est un pays où il y a plusieurs religions. Et puis il y a un très grand nombre de gens qui n'ont aucune religion. Et qu'on n'est pas obligé d'impliquer de force dans des querelles qui ne les concernent pas. Parce que c'est pas leur problème, c'est pas leur centre d'intérêt, c'est pas ce qui
ceux qui les écoutent. Mais il faut que la République, elle soit à la hauteur de ça. Hein. Il faut que la République, elle ne donne pas le sentiment qu'elle est l'institution amie de telle ou telle religion. Voilà, ça c'est pas possible. Et je le dis encore une fois, en respect de ceux qui croient. Hein. Et il y en a beaucoup autour de moi qui sont des croyants, jusque dans ma famille, de manière très intense. Bon, mais il n'y a pas de religion officielle en France. Alors, je trouve que l'enterrement, la cérémonie, c'est pas l'enterrement, c'est la cérémonie à la mémoire de Jacques Chirac à l'église Saint-Sulpice, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, pourquoi ? Le président Chirac était sans doute catholique. Qu'il souhaite être enterré dans le rite de sa religion, et c'est quelque chose qui doit être absolument et totalement respecté. Mais précisément, cette cérémonie religieuse, elle a eu lieu le matin, aux Invalides, avec sa famille et les proches que cette famille a invités, parce que M. Jacques Chirac était un père, un grand-père, un cousin, un oncle, enfin, il y avait une famille autour de lui, plus ses amis très proches, qui sans doute ont été invités à cette cérémonie, et je comprends qu'on n'en publie pas la liste, parce que c'est une affaire privée. Après, il y a eu une prise d'armes aux Invalides, ce qui veut dire que on savait qui on était en train d'accompagner à sa dernière demeure à ce moment-là. Alors, que vient faire là-dedans la cérémonie de l'église Saint-Sulpice ? Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? On ne l'a pas enterré à l'église Saint-Sulpice, mais on a fait une messe solennelle, un office religieux, auquel, si on voulait rendre hommage au président Chirac, il fallait aller là. C'est-à-dire participer à un rite religieux qui ne concerne pas tout le monde, qui ne concerne que certaines personnes, et pas toutes, et je ne comprends pas, et je n'accepte pas qu'on continue comme ça, à chaque fois qu'on a un président, je le dis pour le président Chirac, mais j'aurais pu le dire tout aussi bien pour la messe solennelle à l'église Notre-Dame au président Mitterrand, hein, pourtant auquel vous savez combien je suis attaché. Mais je ne suis plus d'accord pour qu'on continue comme ça. La France est un pays où il y a plusieurs religions, il n'y a pas une religion officielle, et quand un chef de l'État est chef de l'État, il est le chef de tous les Français, d'accord, de quelle que soit leur religion, et quand il décède, sa mémoire est portée par tous les Français, quelle que soit leur religion et le bilan critique. Donc je suis contre les messes officielles. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit dire on ne fait aucune cérémonie ? Si on veut faire une cérémonie, il y a un lieu à Paris pour le faire. C'est le Panthéon. Le Panthéon, c'est d'après le mot grec, hein, c'est l'endroit où on célèbre tous les dieux. Bon, c'est devenu du coup un lieu neutre. Alors à Paris, il y a un panthéon où sont enterrés, sur des décisions très officielles, les hommes et les femmes à qui la patrie veut dédier un souvenir et une mémoire collective. Alors autrefois, c'était que les hommes, et puis, maintenant on y fait entrer les femmes, comme c'est bien normal. Et donc ça devient le lieu un peu solennel de la République et où sont enterrés, parce qu'ils sont présents là, enfin sont des hommes et des femmes de toute confession ou n'ayant aucune religion et qui se trouvent là. Et quand vous entrez dans le Panthéon, vous avez un monument à la gloire de la République et vous avez les pères fondateurs de la République. Ça m'amuse d'ailleurs de vous signaler qu'il y a Robespierre dedans. Alors d'accord, il y a une croix au-dessus, mais alors ça dépend des moments, ils la mettent, ils l'enlèvent dans l'histoire. Bon, je sais que moi je préférerais qu'on l'enlève, hein, pour que ça reste le Panthéon. Et donc quand on veut célébrer devant la patrie un personnage de notre histoire, et incontestablement les présidents de la République française, surtout de la Ve République, sont des personnages extrêmement centraux, qu'on en soit content ou pas d'ailleurs, de cette centralité, et qu'on veut rendre hommage au travail, à leur dévouement à la patrie, eh bien ça se fait dans le temple de la République, le Panthéon. Ça c'est ma proposition. On arrête d'aller dans les églises, ou ailleurs, hein, je dirais pareil, si c'était une synagogue, une mosquée ou un temple bouddhiste, hein, qu'on arrête d'aller dans les lieux religieux pour célébrer quelque chose qui ne correspond pas à la réalité du peuple français, de ses convictions et de ses appartenances ou de ses sensibilités. Et encore une fois, je suis sûr que, bon, évidemment, il y a les malveillants qui tireront un mot de ce que je viens de dire pour en faire une bouillie qui provoque un buzz. Et puis il y a les gens qui réfléchissent, donc qui évitent de lire la presse, qui réfléchissent et qui se diront il n'a pas tort, ça serait mieux qu'on soit tous à l'aise. Moi, j'étais pas à l'aise à l'idée d'aller à l'église Saint-Sulpice, et je n'y suis pas allé. Bon. Mais je suis président d'un groupe parlementaire, donc je me suis rendu à la cérémonie laïque, puisqu'il y en avait une, dans la cour de l'Assemblée nationale,
Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, avait organisé un petit moment là de recueillement. Alors il y avait un portrait de Jacques Chirac, on s'est tous mis en rang. Et puis on a fait une minute de silence, puisqu'on nous demandait une minute de silence. Ensuite, on a aussi fait, on a écouté debout l'éloge funèbre du président Chirac dans l'Assemblée nationale. Je me suis levé comme tout le monde, et tous mes camarades avec moi, alors que tout le monde connaît la distance qui pouvait nous séparer idéologiquement de M. Jacques Chirac. De la même manière, je veux dire que quand on a appris le décès du président Chirac, la séance de l'Assemblée nationale, j'étais dans l'hémicycle, a été levée, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller présenter mes condoléances au groupe de l'UMP, parce que Jacques Chirac fait partie des fondateurs de cette famille politique. C'est pour vous dire que c'est ni une affaire de personne, ni une affaire en particulier d'une religion. C'est l'idée qu'on se fait de notre pays et de la manière de le rassembler. Je ne suis pas d'accord avec la religion officielle, quelle qu'elle soit. Je pense que la religion a sa place de son côté, l'État, la République, du sien. Voilà comment je vois les choses. Et j'avais envie de le dire pour pas qu'on croie que c'est juste que j'avais oublié l'heure de la messe, ou que, parce que je suis un partisan très ferme de la laïcité, je sais pas quoi. Non, voilà mes raisons d'agir, et je pense que mes amis les partagent avec moi. En tout cas, tout le groupe l'a partagé. Voilà, ce sujet-là étant évoqué, je ne le fais pas par hasard. Je le fais parce que je veux maintenir allumée une flamme que trop de gens ont intérêt à éteindre, et surtout qui ont des indignations à géométrie variable. Quand c'est l'islam, alors ils ne supportent rien. Quand c'est la religion catholique, tout est délicieux. Quand c'est la religion juive, il ne faut rien dire. Quand c'est le bouddhisme, comme ça concerne peu de monde, c'est comme si ça n'existait pas. Non, ça n'est pas possible. Chacun vit sa religion, vit sa pratique. La pratique religieuse est libre en France, d'accord ? Et la patrie, la République, elle célèbre ses événements à elle, dans son lieu à elle, le Panthéon. Alors cette semaine, je décrypte nos événements. Il y en a eu un. Mathilde Panot, qui est la vice-présidente du groupe Les Insoumis à l'Assemblée nationale, vice-présidente, coprésidente, c'est pas très clair, en réalité elle fait tout et moi le reste. Mathilde a décidé d'organiser une délégation pour aller voir de près la révolution citoyenne en Algérie. Et c'est une initiative, si je peux me permettre, dont je la félicite, parce que je suis pour que les jeunes dirigeants du mouvement, la France Insoumise, ils s'impliquent, ils aillent voir, ils s'intéressent, et beaucoup le font, si vous avez remarqué. Hein. Ils sont dans les luttes, ils vont dans les manifs, ils vont à la porte des usines. Moi, je pense qu'il faut accompagner d'une présence physique ces centres d'intérêt. Et là, en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en France, on n'en parle pas trop de la révolution citoyenne en Algérie. Et puis, c'est une situation qui est quand même un peu paradoxale, quand même lourde, quoi. Il y a des gens qui sont mis en prison. En France, on est toujours un peu gêné dès qu'il s'agit de parler d'Algérie. Dès que vous ouvrez la bouche, vous avez droit à 50 commentaires, pas d'ingérence, etc., etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça serait le seul pays du monde sur lequel des militants politiques n'auraient pas le droit de donner un avis. Moi, je donne mon avis sur ce qui se passe au Mexique, au Venezuela, je ne suis pas le seul. Hein. On donne des avis contradictoires. Personne, ça vient à l'esprit de personne de dire pas d'ingérence. C'est pas le refus de l'ingérence. On essaye de nous assigner un devoir d'indifférence. Autrement dit, il peut se passer n'importe quoi, ça concerne personne. Si, moi ça me concerne. Voilà, moi ça me concerne. Et pas seulement pour des raisons personnelles, parce que une bonne partie de mes tombes sont en Algérie, ce qui ne me crée pas de droit particulier, sinon un droit d'amour. Ouais, ça me crée un droit d'amour. Ouais. J'ai le droit d'aimer l'Algérie, et j'ai le droit d'aimer le Maghreb, et j'ai le droit d'aimer les Algériens et les Marocains, et de me sentir impliqué, les Tunisiens aussi, de me sentir impliqué par ce qui leur arrive. Exactement comme je me sens impliqué par ce qui arrive à des tas d'autres êtres humains. La révolution citoyenne à Hong Kong, je me suis exprimé dessus, et je regrette beaucoup de ne pas pouvoir y aller, et encore plus, de ne pas parler le chinois, parce que si j'allais là-bas, je ne comprendrais rien, et le seul résultat, c'est que je verrais des gens s'agiter. Mais on en a reçu ici, à l'Assemblée nationale. Mathilde Panot a reçu un groupe, avec Daniel Obono, Coquerel, enfin avec d'autres, ils ont reçu un groupe de représentants de cette révolution en Hong Kong. Donc on a parfaitement le droit de s'intéresser à l'Algérie. Et on a le droit, évidemment, de nous dire de regarder ailleurs, mais nous, on a le devoir de ne pas regarder ailleurs. Et Mathilde Panot, elle est allée en Algérie. Alors j'ai lu ça, on me dit c'est de l'ingérence. Enfin, vous plaisantez, non ? C'est une blague, c'est une mauvaise plaisanterie. 3 personnes, c'est une ingérence ? Enfin,
Donc elle est allée à Béjaïa. Alors avant, elle avait rencontré le lundi des gens de plusieurs organisations politiques d'opposition. Quelle surprise hein, pour vous. Un insoumis est plus proche de l'opposition que du gouvernement en Algérie. Alors ça, c'est une découverte. Mais si on a le droit d'aller en Algérie que si on est favorable au gouvernement, ben encore faudrait-il qu'il y ait un gouvernement. D'accord ? Bon. Donc, Mathilde Panot est allée en Algérie. Son suppléant est un franco-algérien. Et donc, et puis il n'y a pas que ça, c'est la révolution citoyenne qu'elle voulait voir. Donc elle a été là-bas à Béjaïa. Alors le wali de Béjaïa, le préfet, lui, comme on doit lui demander, il a plutôt bonne réputation jusque-là, on a dû lui dire, bon, hein, on veut pas d'histoire. Alors lui, bon, il s'est dit, moi je veux pas d'histoire. Qu'est-ce que c'est que cette Française qui est là? Qu'est-ce qui s'est passé? Mathilde Panot, elle est arrivée à la fin de la manif et sur la place centrale, elle a regardé, elle était là, bon, alors vous pensez bien que c'est une femme politique, qui a des responsabilités politiques, donc elle sait très bien ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, quand on est dans un pays, quand on n'est pas chez soi. Hein, bon, quand même, donc c'est mêlé d'aucune façon de la manifestation, elle n'était pas là pour ça. Hein. Et puis le soir, elle devait faire un café citoyen, comme il y en a partout dans le monde, où on en fait partout où on passe. Hein. Moi, je préfère vous informer. Bientôt, je vais recommencer à tourner. Hein. Je fais partout des conférences. Et sur un sujet qui n'est pas neutre. C'est pas les petits oiseaux, je ne sais pas quoi, encore que c'est plus un sujet neutre, les petits oiseaux aujourd'hui avec la crise écologique. Mais moi, je fais des conférences, l'ère du peuple, la révolution citoyenne, j'en ai fait 9, comme ça, au Mexique. Donc, quand vous voyez arriver un insoumis, il ne vient pas pour faire juste du tourisme. Hein. Il ne vient pas en mettant sa langue dans sa poche et sa cervelle dans la valise. Elle devait faire cette rencontre, et je pense que c'est pour ça que le Wali a dit, bon, pas d'histoire, moi, hop, fichez le camp. Donc, la police est arrivée, a réarrêté Mathilde et son équipe, confisqué les passeports, ils ont dit, allez, direction Alger. Bon, très bien, on va pas résister. Hein. Donc, elle est rentrée à Alger. À Alger, bon, il y a 2 ou 3 policiers qui se sont mis devant la porte de l'hôtel, alors qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, au reste, on sort, on va dans la rue, on se fait réarrêter, etc. Donc, au bout d'un moment, la décision a été prise en commun de rentrer. Ça sert à rien, on n'est pas les bienvenus, on va pas provoquer des incidents, on n'est pas là pour braver les autorités algériennes, c'est pas notre sujet. Bon, mais puisqu'on n'est pas les bienvenus, au revoir, on rentre chez nous. Voilà, point. C'est ce qu'elle a fait. Et elle est rentrée avec toute son équipe. Et par conséquent, on a été très soulagés. Parce que moi, j'aime pas les situations comme ça où vous savez plus qui commande. D'accord? Alors, elle est expulsée de la wilaya de Béjaïa. Elle arrive à Alger, qui c'est qui commande? On n'en sait rien. Personne n'est venu nous voir. Personne. L'ambassadeur d'Algérie en France, je l'ai appelé la veille. Il m'a dit, je peux pas vous... Il m'a fait savoir qu'il pouvait pas me parler au téléphone parce qu'il était en contact avec le ministre des Affaires étrangères du gouvernement algérien, ce que j'entends parfaitement. Je vous rappellerai demain. Très bien, personne ne m'a jamais rappelé. Il y a là une forme, comment dire, je comprends que c'est pas facile, que c'est compliqué, tout ça, mais enfin, quand même, quoi, il y a aussi des formes de courtoisie, de respect mutuel. C'est pas correct de nous traiter comme ça. Surtout que, bon, si on ne devait pas entrer, il y avait qu'à le dire avant. On ne serait pas venus. On aurait dit, écoutez, vous autres les insoumis, vous n'êtes pas les bienvenus, on ne veut pas vous voir en Algérie. Bon, si vous voulez, de toute façon, des insoumis, il y en a plein en Algérie. Hein. J'ai même l'impression que le peuple algérien, en ce moment, il est plutôt insoumis. Mais enfin, bon, tout le monde m'a compris. Mathilde Panot est rentrée, elle fera ses explications politiques de son côté, mais moi, je ne veux pas laisser passer l'incident sans que vous en parlez, vous dire que des insoumis de l'Assemblée nationale, du Parlement européen, il y en aura encore beaucoup, souvent, un peu partout dans le monde, et que ça ne sera pas pour se taire et ne rien faire. Ils viennent, ils observent, ils partagent leurs convictions avec les autres et ils se nourrissent des convictions des autres. Donc un grand merci à tous les Algériens qui, pendant la durée de la visite de Mathilde Panot, l'ont entourée d'amitié, de fraternité, même quand ils n'étaient pas d'accord avec nous autres les insoumis, et tous ceux qui depuis nous ont envoyé des messages de sympathie, montrant que le peuple algérien a une conscience ouverte sur le monde, et que, quoi qu'il en pense, il est toujours disponible pour parler, pour échanger, pour dialoguer, et des fois pour polémiquer aussi, hein, mais ça fait partie de la vie de polémiquer. On est d'accord? Voilà. Bon, les amis, moi j'ai une liste longue comme ça de sujets sur lesquels j'aimerais échanger, enfin faire connaître mon point de vue, mon analyse.
Mais ça va, en ce moment, là, vous avez des vidéos, si ça vous intéresse, sur mes interventions à propos de la filiation et de toutes les questions qui passent avec la loi bioéthique. Alors, vous avez vu dans la semaine, on a fait plusieurs interventions, et notamment aux questions d'actualité, on a posé, c'est un rite à l'Assemblée nationale, hein, les questions d'actualité, chaque semaine on pose des questions au gouvernement. Avant, ça passait sur France 3, mais comme ça a énervé ces messieurs dames de la Macronie, que 400 000 ou 500 000 personnes toutes les semaines regardent une émission où le gouvernement était interrogé, pas que par des opposants comme nous, hein, parce qu'il y a aussi toutes les brosses à reluire de La République En Marche qui chaque semaine viennent publiquement dire « Ah, monsieur le ministre, votre dernière décision géniale a soulevé un enthousiasme grandissant. Pouvez-vous préciser quelle est votre prochaine grande décision géniale ?» Il faut regarder ça parce que vraiment ça vaut le coup d'œil. Parce que ça finit par être drôle, hein, à force d'être des sireurs de pompe. C'est pas tout à fait la vocation de l'Assemblée nationale de complimenter les ministres, même quand on est dans la majorité. Alors, bon, on a posé une question, on a demandé à François Ruffin de faire ça, une question sur Lubrizol. J'y reviens pas non plus parce qu'il y a une très bonne vidéo qui a été faite, et François s'est vraiment très bien débrouillé parce que d'entrée de jeu, il a bien exploité le nouveau style des questions, qui est on intervient une première fois, le ministre répond, et s'il nous reste du temps, on peut rajouter quelque chose. Et moi, j'estime qu'il a mené ça avec vraiment une précision d'horloge impeccable. Et il a bien enfoncé le clou. C'est-à-dire, quels sont les produits qu'on brûlait? Je ne recommence pas. Vous savez depuis que la liste est connue. Au moment où on pose la question, elle était déjà connue du gouvernement. Parce que le Premier ministre a dit tout à l'heure, le préfet va donner la liste. Ben pourquoi tout à l'heure le préfet il obéit, non? Si on lui dit vous donnez la liste avant les questions, eh ben il donne la liste avant les questions au gouvernement, et ça marque un peu de respect pour l'Assemblée nationale. Seulement l'autre, il était surtout soucieux qu'on s'en mêle pas. Donc le préfet a lu une liste que tout le monde a, enfin je veux dire dans les dirigeants, tout le monde l'a depuis toujours, parce que faut pas croire qu'on met des produits pareils, d'accord, c'est pas public, parce que la lutte antiterroriste fait qu'on a décidé qu'on publiait plus, ce qu'on peut parfaitement comprendre, quels sont les produits stockés dans une usine chimique. Il n'y a pas de discussion sur le sujet, hein, mais quand même, c'est pas une liste secrète pour autant. C'est une liste qui existe, elle existe à la préfecture parce que c'est un établissement Seveso. Écoutez-moi bien les gens, si c'est un établissement Seveso, c'est qu'il y a un danger. Donc si on vient vous dire derrière, ah ça a brûlé mais il n'y a pas de problème, alors pourquoi c'est Seveso? Et si c'est un établissement classé Seveso, alors la liste des produits que contient l'établissement en question, la préfecture l'a. Bien sûr, et le service départemental d'incendie et de secours, évidemment, puisque c'est eux qui vont aller les premiers sur place. Il faut que quand il y a un problème de cette nature, toc toc toc, on tape, on sort, ah bah tiens, il y a ci, il y a là, on emmène tel équipement. Donc c'est des salades qu'ils nous ont racontées en disant qu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait, c'est pas vrai. Et pour finir, ils ont filé une liste, comme vous avez vu, qui est quasiment inutilisable, parce qu'il faut des semaines de travail pour arriver à comprendre de quoi il s'agit, et puis surtout, virgule, qu'est-ce que ça donne quand ça brûle? Parce que c'est une chose de savoir qu'ici vous avez de l'eau, et là, ici vous avez de l'eau, ici vous avez du feu, bah d'accord, mais enfin quand les deux se mettent ensemble, ça fait de la vapeur d'eau. C'est pas tout à fait pareil que du liquide. Bref, on a posé la question, et on va suivre évidemment cette histoire. Ils ont décidé de créer une commission d'information. Nous, on pensait que c'est la commission du développement durable qui devrait se saisir, comme elle s'est saisie de l'affaire Benalla, la commission des lois, se saisir du dossier en tant que commission d'enquête. Mais ici, c'est la République En Marche qui est majoritaire, donc ils veulent jamais rien faire. Bon, alors heureusement, il y a le Sénat, et au Sénat, bon, pof, ils ont créé une commission d'enquête sur les sites Seveso. Alors donc, le gouvernement qui croyait s'être tiré d'affaire en nous refusant tout ici, hein, il va voir ce qu'il va voir au Sénat, parce que, bon, ils ont déjà fait la démonstration au Sénat qu'ils étaient capables de mener une commission d'enquête avec vraiment de l'acuité. Nous, on a demandé qu'il y ait une commission d'enquête. On continue à dire que la commission du développement durable devrait devenir une commission d'enquête pour tout le pays, bon sang. Cette usine, elle n'est pas... le fait qu'une usine prenne feu, c'est pas la faute à En Marche, c'est pas la faute à je sais pas qui, c'est un problème pour tout le pays. Alors, ce qui est la faute d'En Marche, c'est de continuer à réduire les budgets de surveillance des sites sensibles, parce que le site sensible en question, il a déjà eu 2-3 affaires auparavant. Et comme les inspections sont pas régulières, et comme elles ne donnent pas lieu à droit de suite, et ben ça vous donne le résultat suivant, c'est qu'on va jusqu'à l'accident. Et vous allez voir, les gens, c'est pas le dernier. Mais ce qui est nouveau, c'est la mobilisation extraordinaire de la population. Et ça, maintenant, il faut comprendre qu'il y a une sensibilité, il y a une conscience spontanée, heureusement qu'elle est là, du grand public, qui ne se laisse plus raconter des histoires comme auparavant,
Autrefois, on leur a dit « Ah, c'est pas grave, c'est un peu noir, la fumée, ça colle par terre, mais c'est pas un problème. » Ben, les gens ont compris que si, c'est un problème. Quand les policiers portent des masques dans la rue et que n'en ont pas, ils se posent des problèmes. Quand on a interdit de ramasser les légumes et les productions agricoles, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, et c'est une lourde erreur que commet le gouvernement de croire qu'en cachant la vérité, on rassure les gens. Ce n'est pas vrai. Les gens sont prêts à entendre la réalité à condition qu'on la leur dise et qu'ils sachent ce qu'ils vont pouvoir faire pour y faire face. Voilà. Je sais très bien que c'est pas le gouvernement qui a mis le feu à l'usine, ça je le sais, tout le monde le sait. Donc ils arrêtent de comme ça être à cran dès qu'il y a une question d'intérêt général. Alors, après, on a posé une autre question, et moi je vais revenir dessus parce que elle me brûle, à moi aussi. C'est la situation qui est créée par le suicide de cette directrice d'école. Parce que c'est vraiment Christine Renon, c'est son nom. C'est un personnage, je trouve, qui symbolise au plus haut point ce qu'est l'idée et la souffrance des serviteurs du service public. Il y a des gens, vous savez, beaucoup de gens qui sont fonctionnaires en croyant à la valeur de leur métier. Ils savent qu'ils rendent un service à toute la société. À plus forte raison quand on est enseignant. Je ne sais pas comment vous voyez ça, mais dans mon esprit, l'enseignant, c'est au-dessus. Alors bon, évidemment, tout en haut, il y a les poètes, hein. Après, il y a les chercheurs, et puis après, il y a les profs. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui transmettent le savoir. Et c'est le savoir qui nous rend libres, et qui nous rend maîtres de nous-mêmes. Et plus on distribue le savoir, plus il y en a du savoir. C'est la seule richesse qui augmente à mesure qu'on la diffuse. Et donc, pour nous, même si ça ne fait pas plaisir à certains, la personne de l'enseignant, le maître ou la maîtresse d'école, la professeure ou le professeur, ce sont des personnages centraux de l'idéal républicain. Parce qu'ils enseignent, et ceux qui savent deviennent meilleurs, sont plus libres, parce que vaincre l'ignorance, c'est se donner une liberté personnelle plus grande. Donc pour nous, les enseignants, c'est des personnes, allez, on y va, ce sont des personnes sacrées, d'accord ? Parce qu'elles comptent pour nous, parce que ça a un sens plus fort que le reste. Alors, cette enseignante, cette directrice d'école, elle en peut plus, c'est ça qu'elle dit, c'est pour ça qu'elle est arrivée au point, bien sûr le suicide est toujours, il y a plein de raisons, hein, c'est pas rien comme acte, c'est quelque chose qui met en cause beaucoup de motivation à se démotiver de l'existence. Mais elle raconte ce qu'est sa vie. Hein. Et vous savez, quand vous faites un travail et que vous savez que vous allez le faire mal, parce que vous n'en avez pas les moyens, et que c'est un travail qui est vital pour le pays, parce que quand on est prof, on sait que chaque gosse qu'on éduque, il va être différent après. Il va avoir une vie différente selon qu'il aura été correctement enseigné ou qu'il ne l'aura pas été. Et donc, cette femme, elle est arrivée au bout du rouleau, mais il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'enseignants qui sont au bout du rouleau, qu'on ne peut plus. Et j'ai envie de dire de fonctionnaires qui ont envie de bien faire leur travail dans leur domaine et qui savent qu'ils n'y arriveront pas. Des fonctionnaires, des agents de tel ou tel service public, hein, à qui on met des piles de dossiers comme ça à traiter, commencent la journée, ils savent qu'ils n'auront pas fini le soir, qu'ils n'auront pas bien fait leur travail. Donc c'est cette France-là, tout d'un coup, que j'ai à l'esprit, cette France des gens au bout du rouleau. Alors là, c'est les enseignants, on peut regarder dans les urgences, dans les hôpitaux, partout c'est le même drame. C'est pas seulement des gens qui protestent parce que leurs conditions de travail, etc. C'est des gens qui protestent parce que leurs conditions de travail les empêchent de faire correctement leur travail. Il faut que les importants, les riches, les puissants, ils comprennent que bien faire son travail, ça fait partie de la culture populaire, et quand je dis populaire, c'est au sens le plus large du terme. On aime bien faire son travail. Et on est dégoûté quand on est empêché de faire bien son travail. Parce que c'est exactement ce qui arrive aux gens. Et ça, c'est une souffrance pour eux qui est terrible. Voilà, moi je voulais vous dire ça, parce que il faut avoir non seulement une pensée pour Christine Renon, pour sa famille, hein, puisqu'elle s'est suicidée, mais pensez en même temps à tous les autres. Et dites-vous que quand vous emmenez l'enfant à l'école le matin, hein, ou que vous allez le chercher, entre les deux, il va y avoir tout ce travail humain, toute cette affection, tout cet altruisme, cette fraternité, cet intérêt pour les autres que les enseignants portent en eux, en plus du savoir qu'ils ont acquis et qu'ils transmettent aux autres. Bon, allez, maintenant, si ça vous a plu, tout ça, vous mettez des pouces bleus pour nous encourager. Si vous découvrez, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et ça va le rester. Et puis si vraiment ça vous plaît, vous pouvez l'envoyer à d'autres autour de vous, partager cette petite vidéo. Allez,
À la semaine prochaine.